Donc bonjour à tous pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc on va attendre encore une minute le temps que les gens arrivent, puis on va commencer. Je vous demanderai s'il vous plaît de bien vérifier que votre micro est éteint euh, pour, euh, pour, euh, pour éviter qu'il y ait des bruits parasites pendant la présentation et d'essayer aussi d'éteindre votre caméra pour éviter qu'il y ait à part pour les speakers, pour éviter qu'il y ait en termes de bande passante que ça soit trop important parce qu'on va être beaucoup et je vous remercie. Bonjour à tous et toutes. Allô? Oui, oui, bonjour. Attends, je te demande, vas-y, rapidement, parce que je suis en réunion. Donc, qu'est-ce que tu as? OK? Et on a arrêté les congés, OK. Donc bonjour à tous. Je vais commencer à introduire le webinaire parce que je vois que Christian Leclerc, notre premier intervenant, a un appel. Bienvenue pour ce webinaire portant sur la micronutrition et plus particulièrement les, les, les états intermédiaires de santé. Alors Christian, j'ai désactivé votre micro pour pas qu'on entende votre conversation si vous pouvez si vous voulez le réactiver. Euh, donc ça va être Voilà, c'est bon. voilà. Je disais bienvenue pour ce webinaire portant sur la micronutrition et plus particulièrement sur un aspect un aspect relatif à la micronutrition qui sont les états intermédiaires de santé que le docteur Christian Leclerc va présenter dans un premier temps. Donc pour présenter le docteur Christian Leclerc, donc qui est médecin généraliste, également fondateur de Pilège et qui est spécialiste en micronutrition également a utilisé également la bioimpédance-métrie dans le cadre de sa pratique. Donc, il nous présentera plus spécifiquement les états intermédiaires de santé, puis suivra une présentation du docteur Hélène Chevalier, donc également médecin généraliste, spécialiste en micronutrition et en médecine de santé, et qui utilise la bioimpédance-métrie dans sa pratique de médecin, et qui nous présentera des cas pratiques plutôt sur ces choses-là. Donc, je vais partager l'écran pour la présentation, puis je vais vous laisser la parole, Christian. Vous avez environ 30 minutes, puis comme je vous le disais, si jamais il y a... Je vois que vous êtes un peu en retard, je vous dirai. OK. Eh bien, merci Étienne pour cette présentation et merci de cette invitation. Je vais vous parler d'un sujet qui, pour moi, est très, très important et qui, je pense, peut permettre d'éviter beaucoup de pathologies pour beaucoup de personnes. Et vous allez comprendre très simplement. En fait, MEDEIS, c'est la médecine des états intermédiaires de santé. Pourquoi état intermédiaire de santé? Parce qu'avant de faire une maladie, on est en pré-maladie, on est dans un état intermédiaire et quelquefois, on peut, non pas comme l'on fait dans la médecine traditionnelle, chercher des lésions avec des examens systématiques, comme par exemple la mammographie dans le cancer du sein, je vous donne cet exemple-là, mais il y a d'autres exemples. Mais on peut, là, ce qui nous intéresse, c'est ce que l'on sait, c'est qu'une maladie est, je dirais, avant qu'elle s'installe, on a d'abord des dysfonctionnements, des fonctions physiologiques de protection de l'organisme. Il y en a un certain nombre, je vais y revenir, mais lorsqu'on a une perturbation d'une de ces fonctions, eh bien, on peut dire qu'on est dans un état de vulnérabilité. Et cet état de vulnérabilité peut est un risque important d'installer entre 10 et 30 ans un état pathologique. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que tous ces états de vulnérabilité, ces états intermédiaires de santé, sont tout à fait réversibles une fois qu'on les a évalués. Donc, cette consultation, c'est d'abord une évaluation et qu'on a apporté des solutions qui, très souvent et de façon systématique, sont des solutions très simples comme par exemple changer son alimentation, avoir une activité physique régulière, éviter la sédentarité, éviter le stress, avoir un bon sommeil.
Mais également, on va quantifier et évaluer ces dysfonctionnements physiologiques et on sera amené à leur apporter une solution avec des compléments alimentaires. Et ça fait partie de tout le travail que nous faisons depuis plus de 30 ans chez Pilège pour mettre au point ces différentes solutions. Le suivant. Étienne, tu peux me passer la dia suivante? Ah ben voilà. Donc, on a voulu figurer ces états intermédiaires de santé par cette notion d'iceberg de santé. En fait, ce qui émerge et ce que l'on voit surtout dans la médecine, je dirais académique, c'est que on s'intéresse aux maladies, on voit les maladies, les pathologies, parce qu'il n'y a pas que les pathologies, mais des pathologies installées. Mais en dessous de cet iceberg, et de façon souvent beaucoup plus importante, on a ce qu'on appelle ces états intermédiaires de santé suivants, avec des dysfonctionnements bruyants. Étienne, tu peux passer la suite? J'ai un petit souci, ça ne fonctionne pas, en fait. Donc, je vais juste, euh, je vais juste relancer le PowerPoint, car j'ai l'impression qu'il y a un petit, Ah bon, il y a un il y a petit un petit bug. problème au niveau du PC. Voilà, c'est bon. C'est bon. Bon. Donc, ces dysfonctions bruyantes, c'est ce qu'on appelle des troubles fonctionnels ou des symptômes persistants. Bien sûr, c'est pas depuis 2, 3 jours, c'est des symptômes qui persistent, des douleurs, des fatigues, de l'anxiété, des troubles du sommeil, etc. Donc ça, c'est des dysfonctionnements qu'on appelle bruyantes et que l'on va explorer d'abord par ce qu'on appelle des auto-questionnaires spécifiques et on va y revenir tout à l'heure. Et puis, on a également ce qu'on appelle des dysfonctions muettes, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des dysfonctions physiologiques, mais sans trouble perçu par le patient, ou tout au moins, pour lui, les petites fatigues ou les troubles digestifs ou autres, pour lui, c'est normal et habituel, et il n'en fait pas cas. Suivant. Voilà, alors ces dysfonctions muettes, bien sûr, on va les explorer avec la biologie, on va y revenir. Alors, dans ce qui émerge de cet iceberg, ben, on a tous les cancers, les maladies auto-immunes, les malnutritions sévères, les maladies cardiométaboliques, les pathologies dégénératives, enfin, voilà. Et puis, dans la partie immergée, on a ce qu'on appelle toutes les perturbations fonctionnelles et nutritionnelles, déficit nutri- et micronutritionnel, c'est là où le fondement justement de la micronutrition, c'est le rapport entre les déficits, et non pas les carences, mais les déficits micronutritionnels et les symptômes, cette association. Et puis on a quelque chose qui pour nous est très très important et qui concerne principalement le microbiote, sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est les états de dysbiose et d'hyperperméabilité intestinale. On a bien sûr le stress chronique qu'il va falloir évaluer, l'obésité, tout ce qui est dysmétabolie et principalement ce qu'on appelle l'insulinorésistance, l'inflammation de bas grade, le stress oxydant et quelque chose qui est peut-être moins bien connu, mais c'est ce qu'on appelle les dysméthylations. Et en fait, la méthylation, ça a beaucoup d'intérêt au niveau physiologique, aussi bien pour l'épigénétique que pour la protection du cerveau, du cœur, etc. Et puis, bien sûr, les dysfonctionnements hépatiques, quelques dysfonctionnements hormonaux que l'on explore par des dysfonctionnements thyroïdiennes. Suivant. Alors, on a ce qu'on a suivant, on a ce qui est, voilà, un petit peu intermédiaire, qui n'est pas franchement une pathologie, mais c'est ce qu'on appelle le syndrome de fatigue chronique ou la fibromyalgie, mais qui est très, très complexe et qui nécessite également une prise en charge très spécifique. Mais ce n'est pas l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Suivant. Alors, cette consultation, comment elle est composée? Eh bien, elle est composée bien sûr, d'un interrogatoire classique, mais surtout, on propose aux patients de remplir des autoquestionnaires, et vous verrez comment on va procéder en pratique, qui vont nous permettre de cibler les dysfonctionnements nutritionnels et fonctionnels
Et puis, on a bien sûr aussi des questionnaires de mode de vie qui vont cibler sur l'activité physique, la sédentarité, l'alimentation, l'état de stress, le sommeil, etc. Ensuite, bien sûr, l'examen clinique. Et là, je voudrais dire que dans le cadre d'une évaluation de l'état de santé, cet examen clinique est essentiellement représenté par l'analyse de composition corporelle. En fait, et c'est ce que l'on a dit très souvent et depuis longtemps, l'ACC ou analyse de composition corporelle est un outil c'est un outil qui est un petit peu le stéthoscope. C'est l'outil du nutritionniste comme le stéthoscope est l'outil du médecin en quelque sorte. Et je crois que c'est un examen quand on s'intéresse à la prévention ou même quand on fait de la médecine générale, c'est un examen simple et rapide que l'on doit faire pour moi systématiquement parce que ça va donner une indication très claire qui va permettre un petit peu comme dans les questionnaires de pouvoir échanger avec son patient, de pouvoir l'orienter et déjà le sensibiliser à aller un petit peu plus loin parce que je vous rappelle que ces dysfonctionnements, cette vulnérabilité, ça concerne plus de 90% des patients entre 30 et 65 ans. C'est-à-dire que tout le monde, pratiquement entre 30 et 65 ans, se trouve dans un état de vulnérabilité et c'est intéressant de l'évaluer et de pouvoir justement apporter les solutions parce qu'on évitera la pathologie. Imaginez-vous, dans la population française, ça représente peut-être 25 millions de personnes, et sur ces 25 millions de personnes, au moins sur la moitié, on pourra leur éviter d'avoir la maladie qui se déclenche 10 à 30 ans plus tard, et puis, dans au moins 50% des cas, ou tout au moins retarder cette maladie. Donc, c'est quelque chose de, vous verrez, qui est très simple, mais qui concerne tous les soignants, tous les personnes, je dirais, toutes les personnes qui s'intéressent à la santé des gens, principalement, bien sûr, le médecin généraliste, le pharmacien, mais d'autres spécialités et d'autres spécialités. Voilà. Alors, là, outre cet examen clinique, parce que quand vous avez quelqu'un, je vous ai dit, qui avait des troubles fonctionnels, eh bien, ça permet, cet examen de l'ACC permet déjà de bien, comme l'auto-questionnaire, de bien cadrer ces choses-là. Et puis dans les formes qui sont peut-être, je dirais, muettes, comme on l'a vu tout à l'heure dans la partie immergée de l'iceberg, ou si elles ne sont pas muettes, vous savez qu'aujourd'hui, et c'est tout à fait normal, on a besoin quand même de signes objectifs pour mettre en évidence ces dysfonctionnements physiologiques. Alors là, on a mis au point des examens biologiques qui sont des examens conventionnels, enfin ils sont tous conventionnels bien sûr, mais des examens qui sont utilisés dans la pathologie, mais également des examens qui sont qui vont être interprétés différemment dans le fonctionnement physiologique. Et puis bien sûr un certain nombre d'examens paracliniques et très tôt d'ailleurs quand vous êtes dans cette consultation de prévention individualisée, pouvez très bien repérer une personne dont le père a fait un infarctus à 50 ans et une personne je dirais, a quelques symptômes qui peuvent évoquer ce risque et lui conseiller de faire un coroscan, par exemple, ou des choses comme ça, ou un IRM. Enfin bon, c'est des examens que vous pouvez déjà orienter au niveau de cette consultation. Suivant. Alors, voilà ces trois questions sur lesquelles on règle. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand proposer une consultation Médéis aujourd'hui. Alors, vous avez vu qu'entre 30 et 65 ans, 90% des gens, au moins, auront une perturbation. Donc, je dirais que c'est à tout âge. Alors, c'est à tout âge pour les gens qui ont une perturbation fonctionnelle chronique. Pour moi, c'est évident. S'il n'y a pas de perturbation fonctionnelle chronique, bon, c'est plutôt des gens qui ont soit des antécédents familiaux, soit des gens qui sont tout simplement soucieux de leur santé. Moi, je suis un médecin généraliste d'un certain âge et je dirais il y a très longtemps, les gens me demandaient, docteur, faites-moi un bilan pour savoir où j'en suis. Et à l'époque, on faisait numération, cholestérol, triglycérides, etc., qui étaient censés évaluer l'état de santé et rassurer ces gens.
quant à leur avenir en ce qui concerne leur pathologie. Aujourd'hui, on a toujours ces patients de plus de 50 ans, souvent d'ailleurs, qui ont des parents, des grands-parents qui sont morts de façon précoce ou qui sont dépendants, alités, ou qui sont, et eux, bien sûr, ils veulent essayer d'éviter tout ça. Ils savent qu'il y a quand même des facteurs liés aux antécédents familiaux et ils sont intéressés de savoir où ils en sont. À ces gens-là, eh bien, vous allez proposer cette consultation Médéis. Bon, il y a des gens aussi qui sont une pathologie, mais qui se peignent en plus de perturbations fonctionnelles et je pense que c'est intéressant de proposer également cette consultation Médéis et peut-être en même temps, vous verrez, de s'intéresser à ce qu'on appelle la fragilité et la préfragilité, qui peut être orientée à partir de l'analyse de composition corporelle. On essaiera de revoir ça tout à l'heure. Et puis, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui veulent avoir une espérance de vie en bonne santé. C'est ce que nous, chez Pilège, on propose à tous les professionnels de santé de proposer à leurs patients des solutions pour permettre à chacun de vivre, bien sûr, le plus longtemps possible, en bonne santé et dans le bien-être, ce qui me semble être très important. La suite, s'il vous plaît. Alors, on va commencer, je vais passer peut-être un peu plus rapidement parce que je vois que le temps tourne. La consultation, le questionnaire Exalis. Alors, il faut continuer. Alors, c'est un auto-questionnaire. Comme je vous l'ai dit, si on pouvait m'enlever le petit carré là autour, parce que ça masque la moitié mais peut-être que vous ne le voyez pas, le petit rectangle noir dans lequel je me vois parler et dans lequel il y a un certain nombre de participants. Enfin bon, si vous pouvez pas, on ne change pas. Donc, il y a 5 fonctions qui dépendent de notre alimentation et c'est ça qu'on va explorer par des auto-questionnaires. Et vous verrez qu'ils sont très, très simples, qui demandent pas plus de 5 à 6 minutes pour le patient à remplir. C'est sur Internet, hein, vous verrez comment on procède. Donc, on va voir son profil digestif. On va suspecter tous les dysfonctionnements digestifs. Le profil des neuromédiateurs, hein, on aura l'occasion, je pense que vous connaissiez. Ce qui est très intéressant aussi, c'est le profil métabolique qui est souvent perturbé après 50 ans, le profil oxydatif, on appelle le profil de communication cellulaire. Et vous voyez dans cette représentation, vous avez au milieu le profil digestif parce que l'écosystème intestinal est au centre de tous ces dysfonctionnements. Voilà. La suite. Voilà. Donc, en pratique, si vous voulez, tous ces autoquestionnaires, vous pouvez les avoir depuis l'espace professionnel www.outils-santé.com de Pilège. Donc ça, vous vous inscrivez et vous avez tous les outils de santé de chez Pilège qui sont à votre disposition. Vous demandez éventuellement à la personne qui vient vous visiter de chez Pilège, mais sinon, vous appelez directement chez Pilège pour avoir cette possibilité. Et vous verrez, donc, en fait, on met le nom du prénom du patient, on suit les choses et le patient va recevoir un, un va recevoir un, un mail avec un code et il l'ouvrira une fois qu'il a ouvert son code et il aura 40 questions très simples à répondre. Et ça, après, il vous le renvoie. Et ce patient aura déjà, vous le verrez peut-être, la suite, s'il vous plaît, c'est voilà, vous avez une représentation pratique. Vous voyez, on a des exemples de questions et le patient va recevoir ces histogrammes qui sont ces 5 fonctions et vous verrez plus ou moins importants, plus ou moins perturbés. Et déjà, c'est déjà quelque chose. Mais le médecin va recevoir en plus des tas de conseils pour ce patient qu'il va pouvoir donner à son patient. La suite. Voilà, donc ces 5 fonctions, donc on va voir des perturbations au niveau de la digestion haute et basse, au niveau de l'écosystème intestinal. Hein, je ne vais pas détailler tout ça. Le profil des troubles de l'humeur et du sommeil, on va voir avec le profil neuromédiateur.
c'est vrai qu'au niveau profil métabolique, il y a tout le problème du surpoids, du syndrome métabolique, de l'insulino-résistance. Ce qui est intéressant aussi, c'est le profil oxydatif, parce que des dysfonctionnements au niveau de l'immunité, c'est très important dans tout ce qui est ces états intermédiaires, sur les douleurs, le vieillissement. Et puis, les profils de communication cellulaire qui vont s'exprimer surtout au niveau de la peau, du cerveau et de ce qu'on appelle l'acidose métabolique. Le suivant, le suivant. Voilà, donc ça, on va trouver 7 tableaux remarquables, hein, qui vont vous être donnés en même temps, hein, qui vont être dedans, hein. Voilà, et ensuite, à partir de ces 7 tableaux remarquables, vous avez ce qu'on dit, des conseils spécifiques avec des modèles alimentaires et ces fiches que vous pouvez télécharger. C'est pour l'épargne digestive, le bon équilibre. On est plutôt dans une alimentation de type crétoise, méditerranéenne. Régulation métabolique. Vous savez que dans la régulation métabolique, le jeûne séquentiel est très important. Bon, puis des fiches de chronoalimentation. Voilà. Donc, voilà ce que vous allez pouvoir proposer à vos patients. Donc, continuez. Donc, vous voyez, il y a 5 rubriques, 40 questions, 2 à 5 minutes. Ça explique, ce qui est intéressant, c'est que c'est très pédagogique pour les patients, hein. Et puis, ça permet de proposer un commentaire un petit peu de chaque tableau, conseils alimentaires, des outils d'information, etc., etc. Ce qui est intéressant dans cette consultation d'évaluation d'état de santé, de recherche justement d'état intermédiaire, c'est que je pense que c'est une consultation d'évaluation qui nécessite un peu de temps, mais qui peut être quand même très ramassée au niveau de temps et qui bien sûr nécessite quand même d'adapter à ce temps, je dirais une cotation particulière que vous pouvez faire. Je pense que aujourd'hui, l'assurance maladie propose des consultations beaucoup plus longues de prévention avec une cotation qui est autour de 60-70 euros, je ne sais plus exactement. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait dans ce type de consultation. Sinon, dans ce type de consultation, vous avez parfaitement le droit, je parle pour les médecins généralistes, de faire un dépassement, hein, qui est tout à fait justifié, qui est à votre appréciation. Voilà. Ensuite, alors, le bilan Médéis, on rentre dans le côté biologique. C'est-à-dire que à votre patient, il va falloir quand même lui proposer justement d'objectiver toute cette suspicion d'état intermédiaire de santé, de vulnérabilité. Et je pense que avant, les gens voulaient savoir leur cholestérol, voulaient savoir leur glycémie. Aujourd'hui, ce que vous allez leur expliquer, c'est que ce qui est important, c'est comment on peut évaluer la bonne santé et l'état de bien-être et comment on peut justement, quand on n'est pas dans le bien-être et qu'on est dans un état intermédiaire, comment objectiver ces états et bien cibler quelle en est la cause, parce que pour chaque cause, il y a une solution. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, on est parti sur ces fonctions, à peu près une douzaine de fonctions, qui sont des fonctions physiologiques qui sont là pour vous protéger ou qui protègent, si vous voulez, l'organisme des effets de l'environnement. Et donc, on a par exemple, quand on a la fonction hépatique qui est un petit peu perturbée, on va avoir principalement, on a ciblé des examens très simples, hein, les transaminases qui peuvent être perturbées. On a quelque chose aussi, si on suit dans le sens des aiguilles alors on va suivre dans le sens des aiguilles d'une montre. Il y a l'évaluation de la thyroïde, vous savez que la TSH, c'est un bon facteur. J'y reviendrai tout à l'heure parce que il y a ce qu'on appelle des valeurs, je dirais, pathologiques, mais il y a des valeurs de dysfonctionnement physiologique qui sont validées scientifiquement. Alors, pas pour tous les examens, mais on va y revenir. Et puis, on a une évaluation du tube digestif, c'est ce qu'on appelle la LBP, qui est une protéine qui est sécrétée par le foie en présence, je dirais, d'antigènes
de grammes négatifs qui sont passés à travers la barrière et on a une augmentation. Donc, lorsque la LBP est perturbée, ça signe une dysbiose plus ou moins importante ou une hyperperméabilité plus ou moins importante. Vous avez la CRP, qui est une protéine de l'inflammation, US, c'est-à-dire ultra sensible. C'est-à-dire que normalement, la CRP, c'est une protéine que l'on recherche dans les états d'infection virale ou microbien importants, qui s'élèvent dans tous ces états infectieux. Mais lorsque cet état infectieux ou l'inflammation est passé, il peut persister un état inflammatoire et cet état inflammatoire a un effet délétère sur tout l'organisme. Mais on peut le détecter que si l'on demande la CRP ultra sensible. C'est un examen particulier. Il faut bien le demander au biologiste. Et puis, il y a l'homocystéine. Et l'homocystéinémie, c'est pour évaluer les fonctions de méthylation. Et je vous expliquais l'importance du bon fonctionnement de la méthylation pour l'épigénétique, pour la protection du cœur, pour la protection du cerveau et pour éventuellement d'autres fonctions qui sont moins importantes. En tous les cas, on sait que la vitamine B9 et la vitamine B12, comme la B6, sont très impliquées, mais surtout B9 et B12, sont très impliquées dans cette réaction de, je dirais de physiologique en ce qui concerne l'homocystéine. Ensuite, on a choisi pour l'évaluation du stress oxydant les anticorps anti-LDL oxydés. Vous savez, les LDL, ce sont ces lipoprotéines qui transportent des acides gras, des graisses qui sont responsables de l'athérosclérose. Et lorsque elles sont oxydées, elles vont se déposer plus facilement dans l'artère, ou au moins être absorbées par les macrophages des artères. Et vous avez lorsque c'est augmenté, vous avez des anticorps spécifiques qui sont augmentés. Je dois dire que c'est pas toujours très fréquent. Il faut vraiment quand même, on voit ça plus d'ailleurs chez les sportifs que chez les personnes lambda, mais il y a quand même certains qui sont augmentés. On peut évaluer aussi le stress oxydatif par le dosage du zinc et éventuellement du sélénium, qui sont des bons marqueurs de cet état d'oxydation. Ensuite, il y a une vitamine qui est très, très importante, qui est une hormone que vous connaissez, qui est la vitamine D. Alors, elle est très connue pour son effet sur l'os principalement, mais c'est la protéine qui agit sur l'immunité, qui est protectrice au niveau du cancer, au niveau du cerveau, et qui est essentielle. Et les valeurs qui sont données, normales, sont généralement au-dessus de 30 nanogrammes par millilitre, mais on est plutôt, il faut être plutôt entre 50 et 60 pour avoir une bonne protection pour l'immunité et pour tout ce qui est cardiovasculaire et ce qui est cérébral. Et enfin, tous les problèmes, je dirais, métaboliques, avec ce qu'on appelle l'OMA-Cookie, le test OMA, qui est un test qui explore tout ce qui est insulinorésistance, hein, et risque de prédiabète, etc. Donc, on a dedans, bien sûr, le dosage d'un rapport sur l'insulinémie et la glycémie. L'OMA explore plus facilement le côté d'insulino-résistance. Le quickie, c'est plutôt je dirais, la résistance à l'entrée du glucose dans la cellule, le quickie. Et bien sûr, l'hémoglobine A1C, qui est l'hémoglobine glyquée, qui, c'est sûr, lorsqu'elle est... oui, je vois que je prends beaucoup de temps, donc je ne vais pas développer plus et je pense que le mieux, c'est que vous assistiez à une réunion Médéis. Oh, la suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc voilà, ce bilan, ça se traduit par des histogrammes et vous voyez, vous avez les valeurs, je dirais, pathologiques habituelles et les valeurs santé, c'est les valeurs où il faut être dans le vert, si vous voulez. Voilà. Je ne vais pas développer plus parce que le temps passe. La suite. Voilà, donc ce qui est important, c'est que bien sûr, je vous ai parlé des solutions. Il y a des solutions que l'on a validées scientifiquement chez Pilège pour tous ces dysfonctionnements.
Alors, ce qui est important, et ça je vais le dire dès maintenant, c'est que si vous verrez qu'on arrive à modifier avec tous ces éléments le comportement des gens relativement facilement sur quelques éléments, mais en ce qui concerne la supplémentation, les gens le suivent très très bien. Ce qu'il faut bien leur expliquer, c'est que lorsqu'il y a une vulnérabilité, il faut souvent entre 6 mois et 1 an de supplémentation pour établir. Par contre, dès le premier mois, ils vont sentir une amélioration en ce qui concerne leur bien-être. Mais en ce qui concerne la réversibilité de cet état intermédiaire, il faut entre 6 mois et 1 an de supplémentation. La suite, la suite. Voilà, alors on arrive à l'analyse de composition corporelle. Moi, je vous donnais 2 exemples qui sont intéressants pour justement voir un petit peu comment on procède et comment on lit dans ce qui concerne les états de vulnérabilité. Et là, en l'occurrence, bon, par exemple, là, c'est une personne qui a un excès de masse grasse. Ça serait bien d'encadrer avec un petit rond rouge, Étienne, pour voir ce petit. Hein, voilà, ici, là, on a le 6,95 en plus. Donc, on sait qu'elle est déjà dans un état de vulnérabilité parce qu'elle a un excès de masse grasse. Et puis, on va regarder aussi l'angle de phase et ce qu'on appelle voilà, très bien. Donc, l'angle de phase, tout à l'heure, je vous donnerai un petit tableau, mais à 5,2, cette personne, qui est une femme de 46 ans, elle est quand même dans un état de vulnérabilité et on le voit tout de suite. Hein. C'est en dessous des valeurs, enfin, c'est des valeurs dans lesquelles on est vulnérable. Dans l'IR, qui correspond, on va dire, à un état d'inflammatoire un petit peu, elle est dans la limite supérieure. Chez une femme, on ne doit pas dépasser 0,81. Ce qui est également intéressant à regarder, et je pense que Hélène va vous le montrer, c'est tous les indices. Hein. Et vous voyez les indices, là, si on peut l'encadrer, vous avez la masse grasse, on voit que l'indice, le bon équilibre, c'est être autour de 1 partout. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque, vous voyez là, bon, l'indice masse grasse, c'est 1,36, il faut regarder la masse musculaire. Habituellement, l'augmentation de la masse musculaire suit la masse grasse, c'est-à-dire que c'est très augmenté. Quand ça ne suit pas ou quand c'est pratiquement normal, c'est souvent on n'a pas suffisamment de protéines et souvent pas suffisamment d'acides aminés essentiels. Je n'ai pas le temps de développer, mais les acides aminés essentiels, c'est très important de bien, dans les problèmes de surpoids, dans les problèmes de perte de masse musculaire, dans les problèmes de fragilité, etc. Et chez Pilège, dans Insunéa, on a des acides aminés essentiels. Il ne faut pas en donner beaucoup, mais très adaptés aux différentes situations. Alors, la suivante, s'il vous plaît. Et alors, ce qui est aussi intéressant à regarder, c'est les équilibres hydriques de l'eau intracellulaire et de l'eau extracellulaire. Parce que, alors, on voit d'abord dans l'eau totale, dans l'occurrence, on voit que la personne, il lui manque 1,22 litre, donc on voit qu'elle est un peu déshydratée. Et quand on regarde l'équilibre hydrique et en dessous, là, total, on voit qu'aussi bien dans l'écart théorique intracellulaire et extracellulaire, on est toujours en déficit. Par contre, ce qui est intéressant, c'est si on a une hyperhydratation intracellulaire. Cette hyperhydratation intracellulaire correspond à un déficit en protéines et surtout en acides aminés essentiels et un dysfonctionnement de la mitochondrie qui n'arrive pas à utiliser les graisses pour fabriquer de l'énergie et qui va utiliser plutôt les protéines de la cellule. Donc, il faut rapidement inverser ce problème. La suite, s'il vous plaît. Voilà, donc ça, c'est un autre cas. Alors, c'est une personne qui est un peu plus âgée, qui est une personne grande, mais qui a un poids important. Et là aussi, elle a un angle de phase un peu bas, donc elle est vulnérable. Et elle a surtout cette IR qui, chez les hommes, doit être inférieure à 0,8. Donc là, on est tout de suite informé qu'il y a un problème de vulnérabilité et de dysfonctionnement quelque part. Quand on regarde le côté, les indices, vous voyez que la masse musculaire est supérieure à la masse grasse. C'est une personne qui a déjà perdu 12 kilos. Hein, voilà.
Bon, mais je dirais qu'elle n'a pas perdu sa masse musculaire, elle n'a pas perdu sa masse osseuse. Voilà. Donc, je dirais que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours une vulnérabilité et je ne veux pas détailler la suivante parce que le temps passe, j'ai dépassé peut-être mon temps. Et voilà, là, vous voyez, on a, on a aussi, on est un petit peu, on est pas mal, quoi. On est un petit peu déshydraté en intracellulaire, quoi. Voilà. Bon. La suivante. Alors voilà ces valeurs de référence pour l'angle de phase. Alors c'est pour le Biodi Expert 3. Moi j'ai utilisé le Biodi Expert 3 pour ces deux patients. Et si vous vous rappelez bien, cette personne de 49 ans qui avait 5,2 en, et donc, vous voyez, de 30 à 50, de 30, si tu peux, Étienne, encadrer, de 30 à 59 ans, elle était à 5,2, donc vous voyez qu'elle était inférieure. Non, ça c'est pour les hommes, pour la femme, elle était entre 4,68 et 5,5. Donc elle était dans un état de vulnérabilité. Non, là ici, elle était à 5,2. Hein, voilà. Bon, pour les hommes, eh bien, vous avez vu 4,2 pour quelqu'un de plus de 60 ans, c'est malgré tout, on est ici dans un état de vulnérabilité. Suivant. Et puis, suivant. Et puis, il y a une tuile supplémentaire de synthèse qui va apparaître, qui vous permet d'avoir une synthèse. Je ne vais pas trop développer, mais vous voyez, ça vous donne sur une même tuile où vous en êtes au niveau de l'index de masse grasse, de l'index de masse maigre, de, de, des protéines totales, des minéraux, on a tout ça, et puis également des muscles squelettiques. De l'équilibre hydrique. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là. J'ai peut-être un peu dépassé, je m'en excuse. Et je suis ouvert, bien sûr, aux questions, mais je pense qu'il faut laisser quand même peut-être Hélène présenter et on va peut-être les questions après. Ah, et effectivement, non, en termes de temps, on est pile poil, donc c'est bon. Effectivement, ouais, on va plutôt passer à la présentation des cas pratiques par Hélène Chevalier. Si vous n'hésitez pas à poser vos questions dans la discussion, on essaiera de garder 5 minutes à la fin. Sinon, je vous laisserai mon mail, comme ça vous pourrez les envoyer, puis je les transmettrai soit au docteur Christian Leclerc, soit au docteur Hélène Chevalier. Comme ça, on pourra répondre à vos questions. Avant de vous passer J'insiste la sur le parole, fait, excuse-moi Étienne, mais j'insiste sur le fait que si vous êtes intéressé par cette formation MEDEIS, qui me semble être essentielle hein, pour pratiquement tous les généralistes, il faut vous inscrire et demander quand est-ce qu'on a ce type de formation. Voilà. et juste avant de vous passer la parole, docteur Chevalier, je voulais juste faire une petite explication concernant l'angle de phase. En fait, on différencie l'angle de phase du Biodi Expert 3 et du Biodi Expert 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour le Biodi Expert 2, à l'époque, il y avait une demande de standardisation entre tous les appareils. Donc, il y a un coefficient qui a été appliqué au, au- à celle qui a été mesurée par l'appareil, alors qu'à l'heure actuelle, on est plutôt dans une tendance à avoir à demander la mesure brute. Donc, on a laissé la mesure brute. Par contre, dans les deux cas, ici, le docteur Leclerc vous a présenté un tableau de référence pour le Biodi Expert 3. Mais si vous êtes intéressé par ce type de tableau pour le Biodi Expert 2, je pourrais vous l'envoyer parce qu'on l'a aussi. Voilà. Donc là, après cette petite explication, je peux vous laisser la parole, docteur Chevalier. Donc, si vous voulez, on a une quinzaine de minutes, ce qui nous laisse à peu près 5 minutes pour des questions et une discussion. Donc, je peux vous laisser partager votre écran. Donc, c'est peut-être Hélène qui va présenter son. Oui, j'arrive. Alors, attendez, je suis en train de hop, partager. Partir du début. C'est bon, vous le voyez? C'est bon? OK. Ah bien. Ben, merci à Minogramme pour cette invitation à partager. C'est toujours intéressant de préparer les cas. Donc, je vais vous proposer 3 cas cliniques pour illustrer
le principe des consultations de prévention. Donc, je suis médecin généraliste et tous les médecins en France qui travaillent comme moi ont pour intention que le patient soit acteur de sa santé. C'est pour ça que les auto-questionnaires, c'est une manière de les impliquer. Et les questionnaires de biologie, c'est une manière d'avoir des repères. Et l'analyse de composition corporelle, ça c'est dans le travail d'équipe que nous professionnels de santé on fait avec l'équipe qu'on fait avec les patients. Donc on leur propose de faire un suivi. Et donc comme les schémas c'est beaucoup plus parlant que les grands discours, les schémas, soit les résultats d'Exalis, soit les résultats d'impédance-métrie, ça aide pour l'adhésion, puisqu'on est quand même du suivi sur le long terme, et l'intérêt aussi des schémas de l'impédance-métrie, c'est de pouvoir faire un suivi dans le temps qui permet d'encourager les patients, parce que on est sur de long terme, quelquefois ils n'ont pas des résultats suffisants assez rapidement. Donc j'ai fait 3 cas. Le premier cas, c'est une dame qui est venue un peu par hasard parce qu'elle a une rhinite qui la gêne. Elle est prof de gym et ça la gêne quand elle donne des cours d'avoir tout le temps la goutte au nez des trucs. Et donc dans le cadre de cette bilan de ce premier bilan, je fais une analyse de composition corporelle. Et donc là, vous voyez que au niveau de son angle de phase, là, elle est à 5,8. Donc là, pardon. Et là, on a mis tout de suite le tableau. Donc, dans le tableau, on cherche quel est l'IMC de la personne. Donc, on l'a là-haut. Et elle a donc 58 ans. Donc, elle, la référence est là. Et on voit que 5,8, elle est en état de vulnérabilité. Elle se sent plutôt en bonne santé, je vais vous dire. Enfin, elle mange bio, enfin, elle fait attention à son alimentation. On voit que son IR, elle a plutôt une tendance à l'inflammation. On voit que dans ses indices, son indice de masse musculaire, il est au-dessus de 1, c'est plutôt bon, mais son indice de masse osseuse, pardon encore, il est inférieur à 1, donc il y a une déminéralisation ou un déficit en apport en acides aminés. En tous les cas, au niveau du métabolisme, on peut pas dire qu'elle soit au top de sa forme. Et donc, quand on voit donc dans les tuiles sa masse musculaire squelettique, vous voyez, elle est dans le vert, mais à la limite du vert clair. Donc, s'il lui arrive une grippe, un Covid ou un truc particulier, elle va utiliser ces micronutriments et ça va diminuer. Au niveau de son contenu minéral osseux, vous voyez qu'elle est dans le vert clair. Et donc, dans sa masse sèche hors graisse, qui, comme dit Gérard Gontier, c'est le muscle déshydraté, on voit qu'elle est quand même à la limite. Donc, elle, sa santé, enfin, elle s'en occupe pas beaucoup. Son dernier bilan, c'était en 2021. Son médecin généraliste lui avait fait des dosages, une ferritine à 8. Je lui ai demandé si elle avait pris un traitement. Non. Donc, on va s'en occuper maintenant. Elle est active physiquement parce qu'elle fait de la danse, du stretching, du vélo. Mais apparemment, dans ce que me dit Étienne, compte tenu de sa masse musculaire, la prochaine fois je la verrai, je lui proposerai de faire plutôt de la musculation, faire du renforcement musculaire, parce que c'est pas forcément cette activité-là qui va lui permettre de renforcer son muscle. Elle a une alimentation riche en légumes, mais comme beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de viande, pas de fromage, voilà. Donc on va cibler, on va orienter son attention sur apporter plus de protéines régulièrement et des protéines bien assimilables. Et puis dans les antécédents, pour elle, comme pour beaucoup de patients, oui, j'ai de l'herpès 6 fois par an. Oui, j'ai fait une mononucléose infectieuse. Elle a des douleurs articulaires qu'elle banalise un peu. Elle a un très mauvais sommeil. Donc tout ça, c'est des informations que j'ai eues par l'interrogatoire et puis par les bilans qu'elle a remplis. Et donc l'idée, ça va être de la motiver à faire une démarche en médecine de santé, à aller explorer tout ça, comment fonctionne son système immunitaire, sans doute rechercher si elle n'a pas justement une hyperperméabilité intestinale puisqu'elle métabolise pas très bien.
Donc là, on est vraiment dans ce qu'on appelle de la prévention primaire, en fait, hein, quelqu'un qui se sent en bonne santé, mais on voit qu'il y a des choses à faire. Donc les conclusions, c'est que les données de la bioimpédance-métrie montrent qu'elle est donc dans un état de vulnérabilité et que ces schémas, ces données qui sont vraiment rigoureuses, va permettre, je l'espère, de la sensibiliser, de la motiver à modifier ses habitudes sur le long terme. Donc pour l'instant, j'ai évidemment corrigé le déficit en fer, je lui ai parlé des protéines au petit déjeuner, des légumineuses, parce que ça, les gens connaissent, mais ils n'utilisent pas. C'est juste un changement d'habitude à faire, l'orienter sur les bonnes huiles, le colza, et surtout lui dire que un suivi régulier de ces mesures d'impédance-métrie pour voir comment les changements vont s'opérer va être important. Et je pense que je lui ai prescrit un bilan de biologie Médéis que j'ai pas encore reçu. Voilà. Le 2e cas, donc ça, c'est une femme de 54 ans qui était en bonne santé jusqu'au dépistage systématique. On lui trouve un cancer et donc elle voyait jamais de médecin et elle est venue me voir la première fois en janvier 2022. Et là, quand on fait sa mesure d'impédance-métrie, on voit qu'elle a un angle de phase à 6,2. Hein, donc, vous voyez qu'elle est plutôt dans les valeurs normales. Et attendez, hop, j'ai encore bougé le truc. Excusez-moi. Donc, son angle de phase là, en janvier 2022, il est bien. Et par contre, on voit qu'au niveau de l'IR, il y a une inflammation. Donc, elle est dans le début du traitement du cancer, de la chimiothérapie, etc. Et là, on voit qu'elle a un excès de masse grasse, qu'elle a une masse musculaire elle a plus de 0,59. Ses indices masse musculaire, masse osseuse sont bons. Et donc là, comme dans les accompagnements de cancer, on lui a proposé une alimentation en arrêtant les sucres et puis avec objectif de perdre du poids. Et du coup, vous voyez que 20 mois plus tard, en septembre 2023, son angle de phase s'est vraiment nettement amélioré. Son IR a diminué, elle n'est plus en état d'inflammation. Elle a perdu du poids, donc de la masse grasse, et comme elle s'est mise à faire de l'activité physique régulière, elle a gagné en masse musculaire. Donc on peut presque dire qu'une personne comme ça, qui elle travaillait beaucoup, elle était était complètement dans son travail, sa santé, ça s'en occupait pas. Et elle est presque en meilleure santé après son cancer parce qu'elle a pris en main les choses d'une manière globale que avant. Et donc elle, quand on arrêter le sucre, l'alimentation de type méditerranéen, l'activité physique régulière, on a fait un accompagnement en hypnose parce qu'évidemment elle était très stressée avant les chimios, la radiothérapie, tout l'accompagnement des personnes dans ces situations-là. Et du coup, on peut lui montrer avec un historique l'angle de phase et l'IR comment ça a évolué et comment son angle de phase va beaucoup mieux. Et là, on voit que la chute de l'IR correspond là au moment où elle a fini tout son processus de radiothérapie, où là, elle retrouve une santé, elle est maintenant en phase de convalescence. Voilà. Elle, on voit si on compare sa masse musculaire squelettique en janvier 2022 et en septembre 2023, on voit bien que là, elle a gagné donc là 700 grammes de masse musculaire et que son rapport sur la masse hors graisse a augmenté en septembre 2023. Sa masse protéique métabolique, donc les protéines, ça a diminué de 1 kg parce que comme elle a perdu du poids, son corps s'est adapté à son nouveau poids et il n'a pas besoin de fabriquer plus de protéines que nécessaire. Au niveau de sa masse grasse, donc vous voyez qu'elle a perdu 7,29 kg de masse grasse et donc métaboliquement, elle fonctionne mieux.
Le troisième cas, donc ça, j'ai choisi un cas, ce que j'appelle du mieux vieillir. Alors, c'est un homme de 84 ans. Lui aussi, c'est un ancien, enfin, c'est un prof de gymnastique à la retraite. Donc, il continue une activité physique régulière. Enfin, il marche. Enfin, il est en tous les cas sensibilisé à l'activité physique. Comme dit sa femme, ils mangent bio depuis toujours, ils font attention, sauf que comme beaucoup de gens, ils mangent pas de protéines. Et donc, eux, faire passer le message qu'après 80 ans, on a besoin d'avoir des protéines de très bonne qualité nutritionnelle et au niveau digestibilité. Et donc, avec lui, on voit donc son angle de phase à 5,5. Donc, il est plutôt en état de vulnérabilité, mais c'est cohérent avec son âge. Il a un indice de résistivité qui est élevé, qui est aussi cohérent avec son âge. On sait qu'avec l'âge, il y a ce qu'on appelle l'inflammaging, l'inflammation du vieil âge. Et lui, pour le motiver aussi, enfin, on voit son indice de masse musculaire, son indice de masse osseuse qui sont plutôt bas. Et donc, eux, il faut les motiver à prendre des compléments alimentaires enrichis en leucine et qu'ils le prennent régulièrement. Donc, il y a tous les gens qui disent c'est pas bon, ça coûte cher, etc. N'empêche que quand ils le prennent, on voit quand même une amélioration des indices. Et avec eux, on veut pas retrouver des chiffres normaux, on veut juste que ça se stabilise, ce qui est le cas avec lui, c'est retrouver son autonomie. Voilà, donc lui, on a reprécisé les apports en protéines animales et végétales, le convaincre de faire une complémentation en protéines régulièrement. Et donc, on voit comment son angle de phage se maintient plutôt en fonction du temps. En tous les cas, il n'y a pas de baisse drastique de son angle de phase. Donc, si on suit sa masse musculaire, elle diminue, mais on voit que sa masse sèche hors graisse, elle a plutôt tendance à se maintenir, à augmenter. Donc, en conclusion, le premier cas, on a pu dépister un état intermédiaire de santé de vulnérabilité. Donc, nos mesures vont permettre, je l'espère, à cette personne de changer sa manière de considérer sa santé, d'en prendre un peu mieux soin. La deuxième personne qui a eu le cancer, elle va beaucoup mieux qu'avant et du coup maintenant elle suit une alimentation méditerranéenne, elle mange plus trop de sucre, là elle a repris son travail à mi-temps et ça se passe bien. Et le monsieur sur le mieux vieillir, on va l'encourager à continuer, à bouger, à bien manger et on va s'occuper de, l'approche globale. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions, je vais m'arrêter là. Arrêter le partage. Merci beaucoup, docteur Chevalier, pour ces cas. Donc, il nous reste quelques minutes pour des questions. J'en ai déjà vu deux dans le chat qui se rejoignent. Donc, j'ai posé les deux. La première, qui est un peu plus générale, c'est est-ce que vous pensez que l'angle de phase peut être utilisé comme indicateur de vitalité? Et du coup, la question d'une autre personne, c'est que penser d'un angle de phase à 9 degrés? Moi, je veux bien répondre, mais c'est Denis Richer qui avait fait quand on voit les scores, les gens jeunes, très sportifs, qui mangent très bien, peuvent monter à 9, 10, 11. Donc, moi, là, par exemple, hier, j'ai vu un monsieur qui vient pour perdre du poids. Là, il a eu le Covid, donc il a perdu 7 kilos parce que pendant 10 jours, il n'a pas pu manger. Alors, il a perdu du poids, mais son angle de phase, il a vraiment chuté. Donc, moi, pour expliquer aux gens, je dis oui, c'est un reflet de votre vitalité. Et moi, c'est comme ça que je le vois. Vitalité et bien-être. Je pense que l'objectif, quand on prend en charge une personne qui est dans un état, je dirais, de perturbation, de vulnérabilité, il faut bien sûr les dévulnérabiliser, mais leur permettre de retrouver un état de bien-être. Et je pense que c'est un bon marqueur, justement, quand l'angle de phase augmente, c'est très caractéristique d'un état de bien-être. Et donc, on peut dire que
c'est un optimum de santé pour la personne. Voilà. Oui, c'est vrai. Et l'état de bien-être, ça, les gens le sentent en fait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un indicateur chiffré qui est un reflet de la vitalité. Donc, eux sentent le bien-être et nous, on a des indicateurs chiffrés. Et c'est ça qui est intéressant d'avoir les historiques. Et sur le contenu minéral osseux, bah, la conduite, c'est d'apporter des protéines et d'éviter la déminéralisation. On voit beaucoup de gens, quand ils sont stressés, il y a, vous savez, au niveau de la communication cellulaire, il y a vraiment des mouvements de minéraux, il y a vraiment des utilisations du magnésium, enfin les échanges magnésium, calcium, le potassium et tout ça. Donc, on travaille sur reminéraliser, apporter des acides aminés, des protéines et surtout travailler le stress. Enfin, moi, c'est vraiment global, c'est alimentation, activité physique et travail sur le stress. Donc ça, c'est tous les outils qu'on a de respiration, de cohérence cardiaque, de l'hypnose. Voilà. Alors, pour compléter ce qui vient d'être dit, effectivement, les angles de phase les plus hauts, notamment ceux qui sont à 8, 9, voire un peu plus, sont vraiment observés chez des personnes jeunes et surtout des sportifs, ouais, des sportifs de haut niveau, voire de très haut niveau. Par contre, à faire attention aussi, c'est que de manière générale, un angle de phase très haut chez une personne qui pourrait être âgée, voire pathologique, voire dans un état intermédiaire de santé, ça peut être plutôt lié à une mauvaise mesure. Par exemple, un problème au niveau de la mise en place des électrodes, etc. Donc, il faut bien faire attention aussi à chez quel type de personne vous obtenez ce type d'angle de phase, parce que si c'est quelqu'un, par exemple, qui a 55 ans et qui est pas très actif, un angle de phase à 9 ou 10, là, c'est plutôt lié à une mauvaise mesure. Donc, il vaut mieux refaire la mesure et bien respecter le protocole de mesure. Sinon, pour continuer, on avait une seconde question qui était comment interpréter la baisse de contenu minéral osseux et quelle conduite adopter lorsqu'on en observe une. Ça, c'est ce à quoi je viens de répondre en disant l'histoire de la déminéralisation à cause du stress, les apports de protéines, la vitamine D, le calcium. Il y a une question que je vois sur comment expliquer la déshydratation importante chez les personnes réputées en bonne santé. Bah, 1,5 litre d'eau par jour, c'est pas beaucoup, hein, surtout quand il a fait très chaud. Souvent, les gens ont besoin plutôt de 2-3 litres. Et tout ça, je pense que ça a à voir avec l'état des membranes. Et beaucoup de gens n'ont pas des apports en bon acide gras, c'est-à-dire on leur conseille de manger mieux gras. Et souvent, leurs membranes sont pas forcément optimum. Donc, on va s'occuper du mieux gras et des minéraux. Moi, j'ai une petite remarque à faire aussi. Tout à l'heure, je vous ai présenté un cas, le deuxième cas où il y avait une hyperhydratation. Quand on a une hyperhydratation, il faut se poser la question, c'est souvent un excès de sel dans l'alimentation. Donc, chez les gens qui en plus ont une hypertension, mais c'est un très bon signe, l'hyperhydratation d'un apport excessif de sel. Alors, il y a une question, cette fois-ci, je vais peut-être y répondre parce qu'elle est un peu plus scientifique, qui est, y a-t-il une corrélation entre angle de phase ratio, et ratio d'impédance avec l'insulino-résistance? Alors, du coup, à l'heure actuelle, ce qu'on voit dans la littérature, c'est non, pas avec ces deux marqueurs-là. L'angle de phase et l'insulino-résistance seraient plutôt liés, en fait, à l'inflammation et au stress oxydant. Donc, plutôt à l'état de la membrane. Par contre, sur le Biodi XPER3, en fait, il y a un autre marqueur plutôt de spectroscopie qu'on appelle la capacitance. Et quelques données dans la littérature suggèrent que ce marqueur-là pourrait être relié à l'insulino-résistance, ce qui ferait un troisième, on va dire, outil pour étudier l'état de santé de quelqu'un, parce qu'on aurait à la fois en fait son inflammation, mais aussi son insulino-résistance grâce à la bioimpédance-métrie. Par contre, à l'heure actuelle, on a encore besoin de recherche pour bien confirmer ça, trouver des seuils et que ça puisse être utilisable sur le terrain. Alors après, du coup, je suis reparti sur ce côté-là. Après, pour revenir sur l'hyperhydratation intracellulaire, il y a quelqu'un qui demande en fait des précisions par rapport à la consommation de protéines. Alors, moi, si je peux me permettre de répondre, c'est pas tellement la consommation de protéines qui est importante, sauf chez les gens qui ont moins d'1 gramme par kilo et par jour, puisque c'est la norme actuellement, mais c'est plutôt un déficit en acides aminés essentiels. Vous savez que les acides aminés, il y a 8 acides aminés essentiels qu'on ne peut pas synthétiser,
Et lorsqu'on a ce problème-là, ça veut dire qu'on a un dysfonctionnement intracellulaire et notamment au niveau de la mitochondrie. Et on sait, c'est souvent des gens qui ont des résistances à la perte de masse grasse parce qu'ils n'arrivent pas à utiliser leur graisse pour, je dirais, fabriquer de l'énergie à partir de leur mitochondrie. Et donc, on peut corriger ça en apportant toujours dans la même quantité de protéines, mais on a des préparations chez Insuliet, Insunéa, qui sont plutôt à 60, entre 50 et 60% d'acides aminés essentiels. Et quelquefois, il faut apporter, je dirais, euh, entre 4 et 10 grammes d'acides aminés essentiels supplémentaires par jour et on corrige cet état de dysfonctionnement au niveau des mitochondries et on redonne, surtout si on corrige l'insulinorésistance en diminuant l'apport d'acides de glucides rapides et en redonnant à la personne la mobilité, c'est-à-dire de pouvoir faire tous les jours à peu près 1 heure de marche, ce qui est le plus simple, hein, voilà. Donc, c'est plus l'apport d'acides aminés essentiels qu'il faut vraiment faire que l'apport de protéines. Voilà. Et alors, je vais prendre vu l'heure, on va répondre à juste la dernière question. C'était en fait l'importance de l'indice de charge totale. Donc, pour rappeler ce que c'est l'indice de charge totale, c'est en fait la moyenne de l'indice de la charge musculaire et de la masse grasse sur la masse osseuse. Et donc, du coup, c'est l'utilité et l'importance de cet indice de charge totale pour essayer d'apprécier le risque de fragilité osseuse. Articulaire aussi. Et articulaire, effectivement. Après, moi, j'ai une réponse. Après, je ne sais pas si vous voulez répondre par rapport à vous, comment vous l'utilisez, parce que moi, je peux parler de son utilisation générale. Le quoi, la ACC? Non, l'indice de charge totale. Moi, ah, pardon. Alors, pour répondre rapidement, en fait, l'indice de charge totale, il va juste vous donner une idée de la capacité du, euh, du système osseux et en fait, on pourrait dire même du système ostéo-articulaire à pouvoir soutenir à la fois la masse musculaire et la masse grasse. Et ça va plutôt être un critère euh, pour à la fois savoir si un patient qui aurait une surcharge pondérale très importante puisse puisse faire une activité physique, ou alors aussi si pouvoir orienter en fait la prescription d'activité physique, parce que par exemple, vous pouvez avoir quelqu'un qui a un indice de charge totale assez faible et vous pouvez l'orienter vers un exercice en résistance. J'en profite assez rapidement pour faire aussi une petite discrétion, pour revenir en fait sur ce qu'a dit le docteur Chevalier à un moment par rapport en fait au type d'activité physique. À l'heure actuelle, il faut vraiment penser l'activité physique comme un médicament et en fait, le type d'activité physique est assez important sur la partie que vous voulez traiter. Donc, si par exemple, c'est plutôt pour des problèmes cardiovasculaires, ciblez plutôt des exercices d'endurance, conseillez plutôt des exercices d'endurance de manière très simple. Et si c'est pour gagner de la masse musculaire, conseillez plutôt des exercices de renforcement musculaire et de musculation. Parce qu'en fait, on le voit à l'heure actuelle, des exercices de vélo sont pas suffisants pour maintenir une masse musculaire chez des personnes âgées ou même de manière générale, à part si vous commencez à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de vélo. Donc ça, n'hésitez pas en fait à réfléchir, à penser l'exercice Personnellement, comme un médicament. personnellement, Étienne, je te rejoins sur le côté musculaire, mais je dirais que c'est pas tellement développer la masse musculaire, mais c'est développer la force musculaire. C'est ça le plus important. Mm. Parce qu'on on va pas apporter en plus des charges de protéines comme ça se fait dans le bodybuilding. Là, l'idée, c'est plus d'augmenter la force musculaire et on se rend compte qu'en augmentant la force musculaire, les gens personnes âgées surtout, sont beaucoup mieux dans le bien-être. Ils ont moins de douleurs articulaires, ce qui est très important. Et puis surtout, ils ont un meilleur équilibre et évitent beaucoup les chutes aussi. Oui, moi, Effectivement, ça, je vous rejoins totalement. ce que je voudrais dire sur la médecine du bien vieillir et être autonome le plus longtemps possible, c'est vraiment cette prévention de la sarcopénie, en fait, de la masse musculaire, de l'ostéopénie, enfin, de protéger la structure, donc les os et les muscles et la souplesse des articulations, parce que les gens qui sont souples, même s'ils n'ont pas beaucoup de muscles, ben, ils s'adaptent,
parce qu'on voit des gens qui ont fait une fracture du col du fémur, ils sont à l'hôpital, puis ils sont morts parce qu'ils ont décompensé après une fracture du col du fémur. Et les résultats de l'analyse de composition corporelle, en permettant de voir où en est l'os, où en est le muscle et où en est l'inflammation par donc le feu dans l'organisme, puisqu'on sait que ce qui est délétère, c'est le feu dans l'organisme, on a vraiment une vision globale. Et ça, c'est des mots un peu simples pour expliquer aux gens de l'intérêt de ces consultations de prévention, de ces mesures et des mesures dans le temps. Et ce qu'il faut rajouter peut-être, on a parlé au début des états de fragilité, là, pour les personnes âgées dans le bien vieillir, c'est dépister la fragilité et surtout la préfragilité. Parce que la préfragilité est réversible, la fragilité n'est pas réversible. On peut revenir à un état de préfragilité, mais on ne peut pas revenir à un état de bien-être musculo-squelettique quand on est en fragilité. Donc, le dépistage précoce de la préfragilité, ça fait aussi partie des formations que l'on fait chez Pilège pour aider les médecins qui suivent les personnes comme nous, j'ose dire, enfin comme moi en tous les cas, qui souhaitent bien vieillir et qui ont déjà un certain âge. Eh bien, c'est intéressant d'avoir cette surveillance et je crois que l'analyse de composition corporelle est très, très importante pour nous aider dans ce domaine-là. Il y a bien sûr d'autres examens, mais c'est un examen qui est relativement simple, rapide et qui est surtout très motivant pour les patients. Tout à fait. Parfait. Alors, juste pour conclure sur un dernier mot général pour conclure sur cette partie sur l'activité physique, puisqu'on parlait de préfragilité et de bien vieillir. Même ça on peut se penser avant parce qu'on sait à l'heure actuelle qu'en fait, toute l'activité physique, toute la masse musculaire, toutes les adaptations que vous créez, en fait, avant, même quand vous êtes jeune, moi, je parle de mon cas, par exemple, quand j'ai 30 ans, tout ce qu'on construit à l'heure actuelle, c'est un capital santé pour la suite. Et en fait, quand on parle d'activité physique, on parle pas forcément d'être hyper performant, de soulever des charges très lourdes, mais juste, par exemple, de faire un peu de renforcement musculaire, de marcher, etc. Parce que déjà, ça, c'est protecteur et ça peut éviter beaucoup de problèmes pour la suite. Voilà. Étienne, Donc, je peux rajouter aussi quelque chose, c'est qu'en fait, allez-y. nous, médecins ou autres soignants, on voit pas les gens à 30 ans, et on voit les gens, on les voit entre 55 et 80 ou plus. Et c'est des gens qui, comme tu l'as dit, très souvent, ont été surtout occupés dans leur profession ou par leur famille et ont laissé un petit peu de côté. Donc à ces gens-là, il faut leur apporter des solutions. Et ils sont pas dans un état de fragilité. Ils peuvent être dans un état de pré-fragilité. Et il est encore temps, même à cet âge-là, en pré-fragilité, on peut revenir en arrière. Et ça, c'est très, très important. C'est bien faire le dépistage de la pré-fragilité. Voilà. Donc C'est là, un autre. on peut ouvrir sur une autre heure de formation parce que la préfragilité, on va s'occuper du digestif, du microbiote, de la Bien perméabilité sûr, bien sûr, intestinale. bien sûr. Et c'est pour ça que ça commence quand on est bébé. Et c'est pour ça que si tous les médecins enfin beaucoup de médecins généralistes, enfin, mais bon, ce qui n'est pas trop le cas, faire de la prévention, parce que quand on fait des certificats du sport en ce moment, ou quand on fait des visites pour les bébés ou en prénatal, donc il y a un champ de possible en prévention qui est énorme. Parfait. Bah, Merci. effectivement, on peut en discuter longtemps, mais on va devoir conclure. Juste pour conclure, je vous remercie tous les deux pour votre intervention. C'était super intéressant. Alors notamment, j'ai l'impression que les formations MEDI sont de l'intérêt parce on a eu plusieurs questions pour savoir quand est-ce qu'étaient les prochaines formations. Ah ben ça, il faut demander à Pilet, je sais pas. Je sais qu'il y en a une, peut-être, mais je crois que c'est plein, le 7 octobre ou le samedi 7 à Paris, je sais pas. Mais il faut demander à Pilet. D'accord. Donc aller sur le site de Pilège et se renseigner et prendre contact. Voilà, très bien. D'accord. Écoutez, dans tous les cas, je vous remercie encore une fois parce que c'était très intéressant. Pour pour rappeler, on vous renverra le tableau le tableau de référence pour les valeurs du Biodi Expert 2. Je rajouterai également aussi les seuils à l'intérieur parce que ça a été beaucoup demandé. Pour ceux également qui n'auraient pas pu suivre le début, il y aura un replay sur YouTube pour,
pour ce webinaire sur la chaîne Aminogramme Academy, où vous pouvez retrouver aussi tous les webinaires que l'on a déjà faits et ceux et les prochains que l'on fera. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Moi, Étienne, encore un tout petit mot. J'ai été un petit peu rapide, mais ceux qui souhaitent participer à une réunion Médéis, ce qu'il faut, c'est qu'ils m'envoient à moi, et moi, je transmettrai leur demande et ils seront contactés, quoi. D'accord. Ou qu'ils le donnent à toi, et puis on verra, on trouvera la solution, quoi. Oui, On au les pire, contactera pour envoyer des dates, hein. Voilà. au pire, ce que je vais faire, c'est que si vous, je vais mettre mon adresse mail Je peux mettre mon adresse mail, ça ne me gêne pas. dans, dans, dans le chat. Comme ça, les gens qui sont intéressés peuvent m'envoyer un message. Et vous, si vous pouvez me renvoyer les dates, comme ça, je pourrais transmettre l'information.